Rebonjour à toutes et à tous. Bon, très rapidement, Docteur Magnin m'a présenté. Donc, Marie de Souly, je suis psychologue et neuropsychologue sur le Centre CARE. Et aujourd'hui, pour compléter un petit peu la conceptualisation plutôt psychologique du trouble borderline, je voulais vous proposer quelque chose du point de vue neuro-biopsychosocial. Puisque l'idée, c'est quand même d'avoir une compréhension un petit peu globale du trouble et de voir qu'il y a aussi une partie biologique. Alors, des fois en psychiatrie, on n'aime pas trop, alors c'est de plus en plus dans la mouvance, mais il fut un temps où le cerveau, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais quoi exactement, on ne savait pas trop. C'était la fameuse boîte noire au début du XXe siècle. Mais il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui sont déterminées en fait en psychiatrie par le fonctionnement cérébral. C'est le siège des pensées, des émotions et des comportements. Il est déterminé tant par la génétique que l'hérédité et l'expérience vécue. En fait, le cerveau, c'est un organe qui est plastique. Quand on dit plastique, c'est que c'est un organe qui se développe et qui va changer tout au long de la vie selon un patrimoine inné, donc héréditaire, génétique, mais aussi selon les expériences de vie. C'est un organe plutôt fascinant, du coup, puisqu'il est capable de se moduler et de bouger en fonction de ce qu'il va expérimenter. Et de ce que nous, plutôt en tant que personne, on va expérimenter. Pourquoi donc l'approche neuropsychologique? Alors l'idée, ça va être aussi de déstigmatiser et comprendre que y a une partie en fait qui est pas contrôlable, qui est là avant même qu'on ait comment dire, la vie dessus, avant même qu'on ait la main dessus. Il y a une partie qui est vraiment biologique et qui permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le trouble une fois qu'on a ciblé les différents éléments. Alors souvent, j'entends le c'est dans la tête, les gens à qui on reproche leur fonctionnement et qu'on va invalider en disant mais c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Moi, j'ai tendance à dire que justement, si c'est dans la tête, c'est que c'est bien quelque part. C'est que c'est là. Et c'est vrai, c'est dans la tête, donc ça existe. Et du coup, si les capacités du cerveau, elles sont plastiques, ça veut dire qu'on peut moduler et qu'on peut faire des choses. Alors, je vais pas reprendre toute la partie sur le développement du trouble qui a été super bien expliquée par Dr Blay et Madame Pesson. Mais en gros, il y a une interaction quasiment à 50-50, on le modélise comme ça maintenant dans la recherche, de facteurs qui sont innés, donc génétiques, neurobiologiques, tout ce qui va prédisposer notre tempérament, une tendance à ressentir plutôt certaines émotions, plutôt d'autres, à avoir des émotions plutôt changeantes ou plutôt stables. Et puis, ce qui va nous arriver dans la vie, ce qu'on appelle des facteurs acquis. Donc, votre vie familiale, sociale, votre éducation, l'environnement autour de vous, vraiment au sens très large, et puis les événements de vie, plus ou moins rassurants, plus ou moins sécurisants, plus ou moins traumatisants aussi, ou de façon répétée des petites choses qui vont nous déterminer. Mais nous déterminer, du coup, de façon potentiellement momentanée. Ce trouble est qualifié de trouble de la personnalité, mais ça fait un petit peu débat. Alors, il y a cette idée de continuité, comme c'était expliqué juste avant, et du fait que c'est notre rapport à nous, aux autres et au monde qui va être profondément, marqué par certains schémas, par certains fonctionnements, qui vont créer de la souffrance et une forme d'invalidité dans le quotidien, d'inadéquation dans le quotidien, et qui, de plus, va nous renvoyer potentiellement quelque chose d'inadéquat, donc on alimente, mais c'est une construction progressive. Donc voilà, personnalité comme des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de mode de relation. Alors, quels sont ces fameux facteurs de vulnérabilité et les particularités cérébrales qui sont en place dans le trouble borderline? En sachant que le trouble borderline se développe très rapidement avec ces facteurs acquis-là. Alors, très fréquemment, on en trouve, c'est pas systématique, mais en général, dans la majorité, la très, très écrasante majorité des cas, il y a eu quand même un événement plutôt invalidant. C'est pas systématique qu'il y ait du trauma, mais dans l'entourage invalidant, c'est-à-dire que l'enfant, son expérience personnelle, son vécu, ses émotions, son ressenti sur les choses peut être ce qu'on appelle invalidé. Donc des choses qui sont très spontanées, on va le voir, les émotions, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas complètement. Pour les questions, on va peut-être attendre la fin du coup.
Donc, la validation, c'est le fait de rejeter une expérience qui est vraiment très spontanée. On va voir les émotions, c'est quelque chose de très biologique, de très réactif et spontané. Donc, le fait de, souvent, comme c'était dit juste avant, de façon maladroite, de la rejeter, de la critiquer, de la punir, de ne pas la considérer, etc. Ou plutôt de l'autre côté, de valoriser du contrôle, de valoriser le fait de pas exprimer, etc. Ça va faire partie de l'invalidation qui fait que l'enfant ne sait plus trop quoi faire avec ses émotions, qui sont déjà potentiellement relativement intenses, et qui vont être, qui va mettre un petit peu, essayer de mettre de côté, il va essayer d'en faire quelque chose, mais ça risque de faire un retour de boomerang. Sachant qu'il ne s'agit pas forcément de mauvais parents, hein. C'est vraiment la question d'environnement qui sont inadaptés au fonctionnement de la personne. Et puis, éventuellement, les événements traumatisants, qui restent des choses extrêmement insécurisantes dans la construction de personnes, donc décès, négligence, maltraitance, harcèlement, rupture affective, etc. Tout ça, ça favorise les difficultés de régulation émotionnelle qui sont déjà, du coup, en germe un petit peu dans le fonctionnement de la personne. On va voir d'où, du comportement, de l'image de soi et dans les difficultés relationnelles. Alors, là, je vais vous présenter une série de données plutôt au niveau neurobiologique, génétique, héréditaire, etc. Donc, comme je vous disais, la part de génétique et d'hérédité est à peu près à 50% de la causalité dans le trouble borderline. Et ces gènes, ils vont influencer le développement cérébral, puisque les gènes vont prédisposer tout le développement en fait, de votre corps, toutes les cellules, toutes les connexions, tous les différents tissus, les organes, etc. Ça dicte un petit peu au corps comment envoyer les cellules et qu'est-ce qu'elles vont faire une fois qu'elles se développent. Donc ça influence le développement cérébral, cognitif, affectif et social, puisque ce sont des domaines de l'humain qui sont prédisposés par le cerveau. Donc d'abord, on a retrouvé des altérations sur les gènes liés à la sérotonine. La sérotonine, donc je vous ai mis des petits, comment dire, des petits emojis d'hormones et de neurotransmetteurs pour visualiser un petit peu. C'est une hormone qu'on retrouve beaucoup dans la cognition en général au niveau du devant du cerveau, dans l'humeur, dans les affects et dans l'impulsivité, en sachant que les dysfonctionnements dans la sécrétion de la sérotonine, on les retrouve dans beaucoup d'autres troubles. Ça c'est assez commun. Il y a aussi des altérations et des particularités sur les gènes liés à la dopamine et à la noradrénaline. Alors, la dopamine et la noradrénaline sont un petit peu dans le même domaine que la sérotonine, mais en plus, et dans les mêmes aires, mais en plus, gère tout ce qui est le circuit de la récompense, qui est un circuit, je vous montrerai plus tard, qui est vraiment la partie limbique et archaïque du cerveau, qui nous sert à survivre et qui va gérer tout ce qui va être récompense. Donc, il m'arrive quelque chose de bien, j'ai envie que ça se reproduise. Il m'arrive quelque chose de mal, j'ai pas envie que ça se reproduise. Et du coup, je me comporte en fonction de ces récompenses et de ce plaisir ressenti. Il y a aussi des variations au niveau du gène de la monoamide oxydase A. Globalement, c'est un gène qui a été, pour le coup, bien documenté, plutôt au niveau de l'agressivité et de l'impulsivité, qui est retrouvé assez fréquemment dans les troubles où il peut y avoir de l'impulsivité, des comportements hétéro-agressifs, auto-agressifs aussi. D'où, dans le trouble borderline, cette tendance à l'impulsivité et potentiellement au comportement autodommageable, aux explosions de colère, ou tendance à mettre à distance les gens aussi avec l'agressivité, etc. Il y a aussi les gènes liés aux hormones de l'attachement. Alors cela, on s'en doutait un petit peu. L'ocytocine et la vasopressine, qui sont deux hormones qui deviennent des neurotransmetteurs une fois qu'elles passent la barrière du cerveau, très, très, très sensibles en fait dans le trouble borderline. Et qui sont essentiellement pour des comportements d'attachement, qui servent aussi pour apaiser la réponse au stress. Donc vous vous doutez que si on n'a pas beaucoup d'ocytocine ou de vasopressine, la réponse au stress elle est plus difficile à réguler. La mémoire sociale, donc c'est-à-dire qu'est-ce que je vais retenir de mes expériences sociales. Est-ce que je vais plutôt, là où quelqu'un, par exemple, va avoir une petite invalidation et va pas forcément le retenir et se dire, ça dit quelque chose de moi, ça fait de moi une mauvaise personne, ça fait de moi quelqu'un qui peut être rejeté, etc. Là, la mémoire sociale va être beaucoup plus activée, beaucoup plus réactive et va encoder beaucoup plus ces expériences négatives que pour d'autres personnes.
Et puis pour l'anxiolyse, qui est un peu voisin de la réponse au stress, c'est-à-dire que ces hormones-là, par exemple, quand on fait un câlin, ça crée une sécrétion d'ocytocine, de vasopressine, et on s'apaise un petit peu. Plus difficile, du coup, quand on a un trouble borderline. Plus variable, plus dysrégulé. Et enfin, il y a les gènes aussi liés à la régulation du stress. Alors, ça revient un petit peu avec l'ocytocine, mais là, c'est plutôt, et on fera une partie là-dessus, enfin, on reviendra dessus, purement au niveau de l'axe qui régule le stress, en fait, qui passe de votre cerveau jusqu'à vos reins. Il y a tout un circuit qui régule votre stress, votre adrénaline, votre noradrénaline et tout ça, et les récepteurs glucocorticoïdes. Donc, en gros, c'est tout le système du stress qui va être hyper réactif dans le trouble borderline. En sachant que tous ces gènes, c'est pas il y a un bon, il y a un mauvais. En fait, il a été documenté assez récemment que ce sont des gènes très plastiques, c'est-à-dire qu'ils sont surtout réactifs. Si on leur donne des expériences positives, ils peuvent donner des réponses hyper favorables. Et en même temps, si on leur donne des expériences négatives, et bien au contraire, ils vont plutôt encoder des choses très négatives. Ils vont être très intenses, en fait, ces gènes. Ça relie toutes les histoires d'épigénétique qu'on évoquera enfin. Notre fameux axe du stress qui est très sollicité quand on a un trouble borderline, puisque beaucoup d'expériences sont vécues avec de l'angoisse, du stress, de l'appréhension, et que souvent, plus jeune, dans l'enfance et dans l'adolescence, il a été très sollicité par les différents événements. En gros, comment ça se passe? Il y a un événement qui est perçu comme menaçant ou imprévu par tout votre système perceptif, etc., les yeux, les sens, etc., au niveau du cerveau. Ça active l'axe du stress, donc une autre partie du cerveau qui s'appelle la glande pituitaire, ça va jusque dans vos reins, ce qui fait que quand vous avez un coup de stress, ça vous fait mal au ventre. C'est la sécrétion de ces hormones du stress dans les reins, enfin sur les glandes au-dessus des reins, puisque c'est là qu'elles sont produites. Et puis ça va se diffuser dans vos vaisseaux sanguins, dans tout votre corps, et ce qui va faire cet afflux sanguin d'adrénaline, noradrénaline, qui vous permet d'avoir beaucoup d'énergie pour fuir, beaucoup d'énergie pour réagir, pour vous adapter, pour être dans l'action, quelque chose que vous contrôlez quasiment pas. Vous vous souvenez d'expériences, vous avez eu très peur, vous avez été très en colère et vous avez réagi d'un coup, ça se fait vraiment instinctivement. Voilà, donc les hormones qui permettent de réagir au corps de façon plus ou moins adaptée et efficace face à un danger perçu. Ces hormones, il faut savoir qu'elles sont neurotoxiques si elles sont trop présentes. En fait, s'il y a trop de cortisol, c'est essentiellement celle-là dont on va parler, c'est la plus connue, l'hormone du stress, ça influence sur la durée de vie de vos neurones, sur la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité à régénérer des neurones. La taille de certaines structures cérébrales peuvent aussi être assez durablement modifiées s'il y a trop de stress. L'encodage mnésique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'événement qu'on va vivre, plus l'événement est stressant et en général mieux on va se souvenir. Enfin, c'est plutôt s'il est très positif ou s'il est très négatif, on s'en souvient encore mieux. En gros, plus c'est intense et mieux on s'en souvient. Donc là, avec le cortisol encore plus, si vous avez une très belle surprise ou une très mauvaise surprise, vous allez vous en souvenir. Et donc la balance émotionnelle des événements. Et cet axe HPA, donc hypophyso-surrénalien, il y a plusieurs lettres qui ne correspondent pas parce que c'est en anglais. Cet axe il devient de plus en plus vulnérable au cortisol. Plus on en sécrète et plus il va facilement capter ce cortisol et plus il va en produire. Il va se préparer en fait à se dire mais il va m'arriver plein de choses, je vais être en stress régulièrement. Donc je me prépare. Je suis plus facilement réactif et je fais plus de cortisol. Donc on stresse encore plus. Et du coup, comme ces hormones du stress, le cortisol, c'est neurotoxique, ça accroît le risque de troubles, tant somatiques que psychiques. Il n'y a pas que dans le trouble borderline que lorsqu'on a un peu trop de cortisol, on va favoriser le développement de troubles. Dans les maladies chroniques, on retrouve beaucoup ça. Dans beaucoup d'autres troubles, typiquement dans le stress post-traumatique, etc., on a souvent cet axe du stress qui est hyper réactif. Entre autres, il y a des gènes qui rendent plus réactif ou disponible le cortisol, donc la capacité à stresser, ce qu'on a dit un petit peu avant. Il y a un autre facteur, c'est ce qu'on appelle la théorie polyvagale, qui veut qu'en fait, chez certaines personnes, il va y avoir, alors soit de façon plus ou moins acquise, plus ou moins innée, mais un déséquilibre entre le système nerveux. Il y a une partie de votre système nerveux qui sert à agir, à réagir, à être dans l'action,
et il y en a un autre qui sert à digérer, à se reposer, à être calme. En fait, dans cette théorie, on suppose qu'il y aurait une tendance à l'action beaucoup plus forte quand il y a un trouble lié au stress que quand on n'a pas de trouble, en fait. Donc, dans les stress post-traumatiques, il y a un trouble borderline, tous les troubles qui vont être développés en lien avec la production de cortisol, les événements stressants, vont faire cette espèce de déséquilibre qui fait qu'on est beaucoup plus facilement activé et beaucoup plus longtemps. Et enfin, très récemment, il y a des études qui ont mis en lumière 2 profils de réactivité au stress dans le trouble borderline. Il y aurait plutôt un profil post-traumatique, dans lequel il n'y a pas beaucoup de cortisol de base, et un profil plutôt dysphorique, avec des grosses variations d'humeur, où là, on aurait déjà un niveau de cortisol de base plutôt haut. Ça, ce sont des ébauches, c'est uniquement pour vous donner un aperçu de ce qui est en train de se faire et des branches de sémiologie qu'on est en train de créer et de penser pour avancer sur le trouble borderline et ses origines. Ensuite, au niveau neuroanatomique, alors il y a des particularités qui sont en cause dans la structure même du cerveau et dans le fonctionnement des aires cérébrales, en conséquence de ces facteurs innés et aussi de l'environnement qui va les activer, qui va influer et jouer avec ces facteurs innés, jouer dessus. Déjà, il y a le fait qu'il y ait des connexions fronto-limbiques qui sont altérées, qui sont soit beaucoup plus réactives, soit au contraire qui sont très réactives, mais qui sont aussi pas les plus efficaces, malheureusement. Quand je dis fronto-limbique, donc c'est la partie dont on parlait tout à l'heure, la zone assez archaïque, la plus ancienne, le fameux cerveau reptilien, donc zone limbique. Et puis le devant du cerveau qui gère plutôt la partie raison, qui est la partie la plus développée et la plus récente de l'espèce humaine en termes de développement, de phylogénèse du cerveau humain. C'est notre grosse différence en fait globalement avec tous les autres animaux. C'est le devant de notre cerveau, c'est le cortex frontal et préfrontal qui sert à l'attention, au raisonnement, au fait à beaucoup de comportements sociaux, etc. C'est notre partie très humaine. Donc en fait, c'est une espèce d'hyper-réactivité. Il y a un déficit de régulation entre je ressens quelque chose et je raisonne en fonction. J'ai du mal à réguler en fait ce que je vis. J'ai du mal à le penser de la façon la plus saine pour moi. Je vais me sentir rejetée, je vais interpréter, je vais pas avoir forcément les bonnes techniques pour réguler ce que je suis en train de vivre. Et en fait, la régulation des émotions, elle passe. C'est pas que j'ai pas beaucoup d'émotions, mes émotions sont pas très fortes. C'est est-ce que de façon plus ou moins inconsciente quand même, qui peut être conscientisée avec la thérapie évidemment, mais est-ce que je régule bien mon émotion? Et ça, c'est des parties qui sont très frontales aussi du cerveau, qui gèrent évidemment aussi le stress et l'impulsivité. Ensuite, on a retrouvé une variation de la densité en matière grise dans le cortex antérieur singulaire, qui est une zone qui influe énormément au niveau de l'humeur. L'hippocampe, qui est la petite sorte de petit bulbe en forme d'hippocampe en fait, qui régule énormément la mémoire. C'est vraiment la zone de la mémoire dans le cerveau. Donc là, en l'occurrence, elle va être altérée à cause des événements, à cause du cortisol, du fait qu'elle ait été sursollicitée et qu'elle se soit construite un petit peu autour de ça. Mais en sachant que déjà, de base, on peut trouver des vulnérabilités sur ces structures-là. Et l'amygdale, qui elle est plutôt la structure de la densité, de la couleur émotionnelle que vous allez mettre aux événements, de la peur et de l'anxiété. En gros, quand vous mémorisez, c'est l'hippocampe. Quand vous avez peur, que vous êtes angoissé, qu'il faut donner une couleur émotionnelle à ce que vous vivez, c'est l'amygdale. Donc, vous voyez bien qu'avec ce petit cocktail d'air cérébral qui ont leur spécificité, qui ont leur vulnérabilité de base, en tout cas un fonctionnement différent, on a de quoi, avec un environnement qui va être invalidant, avec des événements traumatiques, développer des difficultés qui vont avoir tendance à s'alimenter. Ces particularités-là, elles ont beaucoup de recoupements avec le stress post-traumatique, avec la dépression, avec les troubles du comportement et avec l'impulsivité et l'agressivité. C'est des aires qu'on retrouve régulièrement aussi dans ces troubles-là. Pas forcément avec la même composition, pas forcément avec la même proportion d'influence, mais c'est la limite un petit peu de la neuroscience en psychiatrie, qui est très intéressante, qui nous apporte beaucoup de choses, mais qui finalement, le cerveau ne parle pas, ne dit pas ce qu'il est en train de faire, et donc on ne fait que voir, et finalement on voit aussi beaucoup de choses qui sont communes avec d'autres troubles, mais qui font du sens, puisque c'est aussi des symptômes qu'il y a quasiment systématiquement aussi dans le trouble borderline.
Donc des agrégats finalement qui sont liés à tout ce qui est trouble induit par le stress et lié à l'impulsivité. Ensuite, comment on évolue avec ces bases génétiques, neuro et cet environnement. Il y a un rôle très important, ce qu'on appelle les caretakers, donc c'est les donneurs de soins, c'est les personnes qui vont prendre soin de l'enfant, de l'adolescent dans son développement et de l'attachement dans la relation aux autres. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de l'ocytocine, de la vasopressine, ces hormones qui permettent de faire du lien, de se sentir bien, de se sentir aimé, etc. Bon, ça, c'est hyper important et c'est essentiellement développé par le soin que vont nous apporter nos personnes de référence, nos parents en général, nos grands-parents, les personnes qui sont nos donneurs de soins, quelle que soit la composition des familles et des entourages. En gros, ce fonctionnement-là, comment ces personnes elles vont prendre soin de nous, comment on va s'attacher à eux selon différentes modalités. Est-ce qu'on est plutôt sécure, insécure? Est-ce qu'on est plutôt ambivalent? Est-ce qu'au contraire, la personne n'est jamais là, donc on est très détaché, etc. On va intégrer et généraliser cette manière d'être aux autres, la fameuse mémoire sociale, et en faire un petit peu des schémas, des manières de comprendre le monde, des manières d'être au monde, et développer ces stratégies pour tenir avec tout ça et pour faire avec. On va s'habituer, même si ces stratégies-là ne sont pas forcément les plus fonctionnelles du coup. En sachant que dans le développement, en gros, je vous ai fait un petit graphique, enfin, une page pour montrer qu'il y a en fait sans arrêt une interaction entre les différents niveaux, tant au niveau génétique, qui va influencer sur le neuro va redescendre et influencer sur le génétique, et puis on remonte au niveau du tempérament, des émotions, etc., qui lui va aussi jouer sur le niveau neuro et le niveau génétique. Et puis au niveau de l'environnement, on va avoir des répercussions, le fait de faire des colères, le fait d'être triste, le fait d'être joyeux, et ce que nous, on va nous renvoyer de l'environnement, ça va aussi avoir une influence sur nos émotions, notre cerveau et nos gènes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est la faculté qu'a plutôt le corps humain à exprimer certaines parties des gènes ou non. En fait, vous avez un patrimoine génétique, mais tout n'est pas toujours exprimé et tout n'est. Alors, vous avez le patrimoine que votre lignée familiale vous a transmis. Par contre, vous avez 2 versions de chaque gène et il y a des polymorphismes, etc. Il y a plusieurs composantes dans votre patrimoine génétique. En fait, en fonction de l'expérience, en fonction de ce qui va être renvoyé par cet environnement, ben, votre cerveau, votre corps, il est capable de sélectionner plutôt certaines parties de vos gènes et de laisser d'autres. Donc, c'est possible aussi que vous, en fait, avec des protéines, des assemblages, il va favoriser certains chemins, en gros. Donc, il y a quand même une possibilité, déjà de base, en fonction de ce que vous avez, en fait, de développer des troubles, même si pas forcément, c'était pas forcément ce qui allait s'exprimer le plus, mais en fait, selon la qualité des soins et les événements, ça va plutôt venir activer autre chose. Et vice-versa, si vous vivez des expériences plutôt positives, plutôt rassurantes, vous allez pouvoir éventuellement aussi recoder et faire un petit peu différemment avec votre patrimoine génétique. Il ne changera pas, mais la manière dont il s'exprimera sera différente. Une conclusion hyper intéressante au niveau scientifique, c'est qu'en fait, l'environnement primerait sur le déterminisme. Du coup, ce que la vie va vous amener, ce que vos donneurs de soins vont vous offrir, ce que la vie en fait et les proches, etc., vont vous amener, ça a plus d'importance dans votre développement psycho-affectif que votre patrimoine génétique et neurologique de base. Ça, c'est hyper rassurant pour la thérapie, pour le rétablissement, de se dire, mais en fait, je peux aussi m'autodéterminer, je peux choisir comment j'évolue. Certes, j'ai une base, par contre, je peux exprimer plein d'autres choses par-dessus et je peux en faire plein de choses. Et ça, qu'au niveau scientifique, on puisse l'admettre sur quelque chose de très neuro, de très déterministe, ça peut faire un peu peur de parler directement du cerveau, c'est très matérialisant de se dire est-ce que je ne suis que mon cerveau finalement? Non, c'est très plastique et on peut en faire beaucoup de choses. Et voilà, du coup, dans le développement psycho-affectif, on retrouve tout ce qui va être dans ce côté soins et les soins apportés par les proches, les troubles de l'attachement, des schémas négatifs sur vous, sur votre rapport au monde, je vais être abandonné, je ne suis pas assez bien, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Les troubles dans l'image, l'estime et la confiance en soi, la dysrégulation et des stratégies de régulation émotionnelle qui peuvent être dysfonctionnelles, les comportements autodommageables, le fait de rejeter les autres par peur d'être soi-même rejeté, les crises, etc. Sachant que, de nouveau, c'est toujours en interaction avec votre fonctionnement de base un peu biologique, et puis les questions d'impulsivité, d'agressivité. Tout ça, ça se régule et ça évolue en fonction de votre développement.
Ok. Finalement, si on résume un petit peu d'un point de vue neuro, le lien entre émotion et comportement. Si on schématise très grossièrement, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que globalement, les aires étaient toutes quand même bien reliées les unes aux autres. On peut pas, alors dans de très rares cas, on peut isoler des toutes petites zones qui font des choses bien précises, mais globalement, en psychiatrie, tout est relié à tout. On peut dire que c'est vraiment une interaction entre le limbique et le frontal. Dans le limbique, on a des émotions de base qui vont être plus intenses, une hyperréactivité de l'attachement, une fameuse ocytocine avec le schéma d'abandon, des relations d'idéalisation et de dévalorisation, parce que mon image de moi et l'image des autres est sans arrêt en jeu, je n'ai pas une image assez stable de moi et des autres, assez sécurisante, et une recherche plus forte de la récompense. Les comportements autodommageables, les addictions, l'impulsivité, c'est l'idée que je vis quelque chose, j'ai vite besoin d'avoir une récompense, entre guillemets, mais d'apaiser, de poser, d'avoir je me sens abandonnée, je vais aller vérifier directement, en fait, si l'autre, il ne va pas m'abandonner. C'est cette partie-là un petit peu impulsive et qui est très difficile à réguler, mais qui se fait avec la thérapie. J'en ai pas parlé, mais c'est aussi une partie qui est très en lien, le circuit de la récompense, avec le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, le TDAH, d'où la forte présence de TDAH dans le trouble borderline, à savoir à peu près 20 à 30%. Ce système limbique, hop, un agent stresseur, il part sur le frontal, il envoie les informations, sachant qu'il va les renvoyer en boucle, hein, sans arrêt. Tout le temps, le cerveau ne s'arrête jamais. C'est pas vrai que vous n'utilisez que 20 ou 30% de votre cerveau, vous l'utilisez à 100% tout le temps. Et le frontal, bah, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va s'occuper de la régulation de ses pensées, de ses émotions. Wow, je suis en train de vivre une émotion très forte. Je pose des choses, comment je le vis, c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, etc. Je pense la situation. Ça va être plus difficile du coup avec un trouble borderline. Des réactions qui peuvent être aussi, par conséquence, plus spontanées, plus auto ou hétéroagressives parce qu'on a du mal à les filtrer avec ce cortex frontal. Une image de soi difficile à réguler, toujours cette question de régulation. Des pensées en noir et blanc sur soi et sur autrui. L'intensité de la douleur qui a aussi été éprouvée pour être beaucoup plus... Enfin, un seuil d'acceptation de la douleur qui est beaucoup plus haut quand on a un trouble borderline. D'où c'est une des hypothèses par rapport au comportement autodommageable, c'est qu'en fait, quand les personnes vont très très mal, elles ressentent la douleur psychologique très forte, par contre physiquement, elles la ressentent beaucoup moins. Donc il y a une espèce de dichotomie dans la perception de la douleur qui fait qu'il y a ces stratégies dommageables qui vont se mettre en place, et éventuellement les troubles attentionnels et exécutifs, c'est-à-dire comment je mets des stratégies en place, comment je pense les choses, comment je me concentre, est-ce que je fais plutôt attention à ça, tant dans des aspects très classiques, le boulot, les cours, le quotidien, etc., que par exemple, je suis en train de vivre une situation sociale, je vois des gens, je suis en interaction, je vais plutôt faire attention à telle personne qui ne m'a pas regardé, alors qu'il y en a 3 autres qui font que me regarder et me parler depuis tout à l'heure. Par exemple, notre attention, elle est médiée aussi par nos schémas, nos croyances et nos vulnérabilités. Donc, sans arrêt, hein, une boucle de feedback comme ça qui s'alimente. Et enfin, très récemment, on a pu mettre en lumière les effets du rétablissement au niveau neuro. Alors, il y a déjà des bénéfices psychocomportementaux qui sont observables. C'est ce qu'on va remarquer chez les personnes quand on discute avec elles, quand on est en entretien, quand soi-même on est en interaction avec nos proches, etc. On va dire tu vas mieux, il y a moins de comportements autodommageables, les émotions partent moins de façon très intense, en crise, etc. Donc il y a quand même des bénéfices évidents qui sont essentiellement observables. Et si on va derrière, au niveau du cerveau, on trouve différentes choses. Alors, il y a quelques études qui ont testé l'avant-après thérapie comportementale dialectique, dont ma collègue parlera juste après. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réduction de l'activation de l'amygdale, cette fameuse aire du cerveau dont on parlait tout à l'heure et qui gère la peur, l'anxiété, etc. Après la thérapie dialectique, elle est moins activée, elle est moins activable. Elle se pose un petit peu. Ensuite, il y a une augmentation de la densité, c'est-à-dire du réseau neuronal et des capacités d'activation sur le cortex singulaire antérieur. Donc au niveau de l'humeur, on se pose aussi, les vagues sont moins fortes. Sachant que ces deux aspects elles sont quand même mieux connectés aussi ensemble, et ça gère beaucoup la régulation émotionnelle.
Il y a une augmentation de l'activité dans l'insula, qui est une petite partie du cerveau au niveau temporal, et qui a été démontrée pour être une des zones de l'interoception, c'est-à-dire savoir ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc c'est une meilleure connaissance de soi, c'est une meilleure connaissance de ses ressentis physiques. On parlait du seuil de la douleur tout à l'heure. Là, c'est beaucoup mieux connu, reconnu, accepté. On se sent plus en soi, en fait, on se reconnaît plus et on identifie beaucoup plus ce qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a une augmentation de la molécule BDNF, qui est une molécule très importante pour la plasticité cérébrale, ce dont on parlait tout à l'heure, cette capacité que le cerveau a de se moduler en fonction des événements. Donc, on gagne en flexibilité, on est plus capable de s'adapter, d'être flexible entre les situations, on est un petit peu moins rigide, un petit peu moins dans l'interprétation, etc. Et on a plus de ressources cérébrales, donc globalement, notre cerveau va beaucoup plus s'adapter avec cette molécule que sans cette molécule, et on en produit beaucoup plus après la thérapie. Je n'ai pas détaillé, mais il y a des effets similaires avec d'autres psychothérapies, avec de la TCC, avec les autres thérapies tout borderline, mais c'était essentiellement testé sur la TCC pour les aires frontolimbiques et cortico-sous-corticales. Donc frontolimbique, c'est ce lien cœur du cerveau, extérieur du cerveau qu'on a vu juste avant. Et cortico-sous-cortical, pareil, c'est globalement tout ce qui joue au cœur du cerveau, qui est archaïque, qui est ancien, qui est très réactif, émotionnel, peur, etc. Avec les aires extérieures les plus développées, où il y a plus de neurones et qui sont plus conscientes, en fait. Voilà, c'était ma dernière slide. Oui, merci Marie-Alix pour ta présentation et pour avoir respecté le timing avec Bruno. Alors, vous avez pris quelques minutes de retard. Du coup, est-ce qu'il peut nous laisser le temps à quelques questions, s'il y en avait dans la salle? Oui. Ah. Je comprends pas trop la différence entre soit biologique et héréditaire. Alors, entre biologique et héréditaire. Alors, l'hérédité, c'est un assemblage, c'est l'ADN en fait. C'est ce que vous récupérez d'ADN en fait, de vos parents, globalement. C'est votre patrimoine génétique, c'est un petit peu le code de votre corps humain qui est dans toutes vos cellules et qui va dicter absolument tout le fonctionnement de votre corps, enfin, qui va être dicté, mais après, comme on l'a dit, ça peut se moduler, mais c'est votre patrimoine génétique. Le biologique, c'est beaucoup plus large, c'est le fonctionnement de votre corps. Une fois que l'ADN il est lancé, votre corps il fonctionne tout seul en fait. C'est pas il fonctionne tout seul, il fonctionne selon ce que l'ADN lui a dicté. Le biologique, c'est beaucoup plus large, c'est votre corps. L'ADN, c'est microscopique, c'est dans les cellules en fait. Une question pour Jacqueline. Moi, je vais revenir sur l'épigénétique. Si j'ai bien compris, en fait, l'environnement, lorsqu'il est favorable, même heureusement défavorable, va influencer sur les gènes, enfin sur le cerveau et sur les gènes. C'est ce que j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, en faisant beaucoup de câlins à la personne qui a un trouble de la personnalité limite, enfin, lui apporter tout take care, voilà, qu'on n'ait plus besoin de médicaments et que simplement l'effet de l'environnement qui doit être favorable, mais extrêmement favorable, puisse diminuer considérablement les médicaments? Alors, très bonne question. C'est vrai que ça pose vraiment des questions sur l'avenir des médicaments, etc. Et en même temps, en gros, oui, l'épigénétique, c'est que vous avez votre patrimoine génétique, mais en fonction de ce que vous allez vivre, ça va sécréter certaines hormones, etc. Et ça va, au bout d'un certain temps, commander à votre corps d'exprimer plutôt certaines parties que d'autres de votre ADN. La partie, j'ai plutôt très schématisé, mais un peu moins peur que j'ai tendance à avoir peur, par exemple, quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, et nous on le répète tout le temps en thérapie, c'est qu'évidemment que les câlins, l'affection, le fait de prendre soin de l'autre, c'est toujours positif et ça ne peut faire qu'accroître les effets positifs des thérapies, des médicaments, etc. Par contre, des fois, le cerveau, comme on l'a vu, et c'est ce qui fait qu'on développe un trouble, qu'il soit borderline ou un autre, il peut aussi se rigidifier un peu dans son fonctionnement et avoir du mal à recréer des connexions ailleurs. Et en fait, les médicaments, dans ce cas-là, c'est coup de pouce. Une fois que notre cerveau il s'est un petit peu habitué à fonctionner, par exemple dans la dépression, beaucoup moins de sérotonine, beaucoup moins de dopamine, ben, en fait, des fois, finalement, l'affection des autres, c'est pas assez. Notre cerveau, il s'est rigidifié comme ça. Nos pensées, elles sont un peu rigidifiées. Je suis nulle, ça sert à rien, etc.
Et là, le médicament donne le coup de pouce. Mais les deux ensemble, c'est fabuleux. C'est fabuleux si on trouve la bonne combinaison et que la thérapie marche bien, etc. Mais il y a besoin, c'est peut-être pas... ça dépendra vraiment des personnes, je pense, à des patrimoines génétiques, etc. Il y a des gens qui n'auront pas forcément besoin de médicaments pour aller mieux. Il y en a d'autres, ça leur donnera un coup de pouce. Il y en a d'autres, il faudra d'autres médicaments. Je crois qu'on n'a pas du tout fini de découvrir ce qui va se passer pour la suite du corps et de l'esprit. Deux dernières questions, puis on va faire la pause. TCC ou TCD? Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un peu perdue parce que nous, on est de la Loire et il n'y a pas de prise en charge. Donc, on est arrivé de venir sur Lyon. Donc, là, on envisage à Dipsy, mais c'est à Lyon. Oui. Quand il sortira, elle travaille, donc c'est compliqué. Et sur le Rouen, il y a un psychothérapeute qui fait de la TCC. Ok. Non. Ah non, mais les deux. Non, pas les deux. Moi, Non, mais oui, j'ai fait la formation connexion familiale il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est la TCD qui ressortait. Donc, oui. on est un peu perdu parce qu'on est TCD, TCC. Ok. Alors, en gros, la TCD, c'est une thérapie qui est inspirée de la TCC, thérapie comportementale. Dans les deux, il y a ça, mais dialectique, puisqu'en fait, je ne veux pas anticiper sur la séance juste après, vous allez avoir beaucoup plus de réponses. Mais en gros, dans la thérapie comportementale dialectique, il y a une partie liée à la méditation en pleine conscience, à la philosophie de la voie du milieu, etc. C'est encore une autre variante. Par contre, en TCC, on avait, en général, dans les diplômes de TCC, il y a déjà une base très conséquente autour des troubles de l'humeur, de la dysrégulation émotionnelle, etc. Et honnêtement, il vaut mieux TCC que rien du tout. Hein, mais vraiment, c'est même pas... En fait, la TCD, ça a été extrêmement testé parce que la créatrice était très scientifique et a voulu prouver énormément son protocole, mais il y a aussi beaucoup de protocoles qui montrent que la TCC, ça marche très bien. C'est une variante. Mais normalement, et dans les cursus de TCC, il y a une formation TCD, normalement, surtout à Lyon, qui est dispensée aussi pour les professionnels. Donc, pas de souci. Mais les personnes, si la personne elle travaille à Rouen, elle a forcément été formée en TCC dans une des grandes villes. Et dans ces grandes villes, en général, il y a une petite portion TCD. Donc, il vaut mieux Rouen que rien du tout. Voilà. Bonjour. Il y a une question qui m'en amène une deuxième. Je suis désolé. C'était par rapport aux animaux de compagnie, la question des câlins de l'attachement. Est-ce qu'il y a des données sur la question des animaux de compagnie, peut-être même dans le soin, même dans le stress post-traumatique, par exemple, des chiens, par exemple, qui ont des agréments pour ça. Et puis, alors, ce qui était ma question initiale, je suis désolé, je vous la donne dès maintenant, c'est est-ce qu'il y a une spécificité dans la dysrégulation émotionnelle pour le trouble de la personnalité borderline par rapport, par exemple, au trouble bipolaire ou à certains troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH? Est-ce que d'un point de vue neuropsychologique ou neurobiologique, il y a quelque chose de singulier, de spécifique pour le trouble borderline dans cette dimension? Alors, c'est une très bonne question, bien pointue pour le coup. Il y a effectivement, la dysrégulation émotionnelle, c'est effectivement un symptôme qui est transdiagnostique, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres troubles, dont le TDAH, le trouble bipolaire, le stress post-traumatique, etc. En général, les stresseurs, ce qui va déclencher la dysrégulation, ça ne va pas être les mêmes. Dans le TDAH, ça va être l'impatience. Dans l'autisme, ça va être l'hyperstimulation. Dans le trouble borderline, c'est le vécu d'abandon. Par contre, au niveau neuro, c'est encore vraiment tout récent. Il y a pas mal d'équipes, surtout sur Genève, qui se penchent sur la question. Mais pour l'instant, c'est des aires communes quand même. Ce qui va faire que ça va plutôt être un trouble borderline. Ça va être cette composante aussi d'impulsivité, cette histoire d'interoception, etc., qui vont être en plus, de régulation au niveau frontal, de l'image de soi, etc. Mais pour l'instant, il me semble qu'on n'est pas assez avancé pour vraiment faire la différence dans la dysrégulation émotionnelle. Si on avait une image, par exemple, une IRMF, donc une IRM fonctionnelle où on voit le cerveau en activité d'un trouble borderline ou d'un TDAH, je ne suis pas sûre qu'on pourrait faire la différence entre les deux cerveaux, effectivement. C'est le problème, c'est que les cerveaux ne parlent pas. Ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils doivent faire.